Coucou, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va parler de la saga Les Astres, écrite par Oreza Dantes chez Livresque Éditions. Les Astres, c'est quoi? Je suis habillée dans le thème du roman, vous comprendrez pourquoi en lisant cette saga qui comptera 3 tomes. Les 2 premiers sont déjà sortis, le 3e sortira début 2020. Aujourd'hui on va donc chroniquer le tome 1, L'Astre du cœur, et le tome 2, L'Astre de mort. Je vais dès à présent vous lire le résumé du tome 1. Être le résultat d'une odieuse manigance de l'enfer, vieille de 700 ans, n'a déjà pas de quoi vous donner le sourire. Mais apprendre en plus que dans 7 jours, le soir de votre 16e anniversaire, vous allez devenir une monstruosité, mère de l'antéchrist en contrepartie de vos pouvoirs de sorcière, vous ôte définitivement l'envie de rire. Je craignais le funeste destin qui m'attendait, pourtant ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce que j'ai fait de moi n'a rien à voir avec la marionnette qu'ils espéraient obtenir, et pour la première fois, mon cœur de reptile s'est réveillé. Pour le meilleur et pour le pire. Intriguant, ça vous donne envie? Attendez de lire ma chronique. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. La saga des Astres a été créée sur un coup de tête un soir au bureau. Des phrases du prologue la hantaient, elle a pris son téléphone et commencé un nouveau livre sur Wattpad. C'est aussi simple que ça. Ou pas. C'est un peu plus complexe. Inconsciemment, elle méditait ce projet sans doute depuis pas mal de temps. Pour être honnête, il y a 2 éléments d'inspiration qui ont particulièrement influencé l'origine de la saga des Astres. La saga des sorcières d'Anne Rice et la légende de la Wyrm, personnage du bestiaire fantastique, bourguignon et franc-comtois. Bien sûr, on peut également retrouver l'influence de certaines séries, comme Buffy, Teen Wolf ou encore Lovecraft. Mais quelle que soit la source qui l'inspire, elle ne la copie pas. Par exemple, la saga de la famille Beaumont n'a rien à voir avec celle des Mayfair, même si certains ingrédients de base y ressemblent. Comme par exemple la famille de sorcières, le passage de pouvoir entre générations, collier précieux, pacte démoniaque pour permettre une incarnation maléfique. Et il y a encore plus que ça, vous le découvrirez en lisant l'ouvrage. Pourquoi Reza écrit? Simplement parce que pendant longtemps, elle se l'est interdit alors qu'elle en rêvait et qu'elle n'arrêtait pas de se raconter plein d'histoires dans sa tête. Elle pensait alors qu'elle ne serait pas capable d'arriver à retranscrire toutes ces histoires en un tout cohérent et lisible. Pourtant, ce n'est pas faute de scribouiller à l'envie à titre professionnel, mais le passage à l'acte pour devenir conteuse d'histoire l'effrayait. Son imagination lui paraissait insuffisante pour répondre aux défis d'un roman. Je déteste les gens qui se dénigrent. Allez, on continue. Elle plaçait la barre à des hauteurs dignes de l'Everest. Et puis elle croyait stupidement qu'à part de la littérature blanche, rien d'autre ne pouvait être écrit. Des formations professionnelles et preuves de culture générale ont longtemps fait des ravages dans son cerveau. Mais comme on dit, tout lasse et tout passe. Par défi, un jour, après s'être gavée de best-sellers, féminicides et indigestes tout l'été, elle a décidé de franchir le cap et a commencé un récit. Elle a été surprise par l'explosion qui en a résulté. Ce premier projet est encore aujourd'hui à l'état de brouillon, et il fait 4 tomes et demi, presque 5. Peut-être qu'elle le reprendra un jour, quand elle sera mûre pour le mettre en forme et l'achever. En attendant, elle se consacre à la saga des Astres. J'avais particulièrement envie de réaliser la chronique vidéo de cette autrice avec ses ouvrages, puisque ce sont les premiers que j'ai lus chez Livresque, et c'est ce qui m'a donné envie de reprendre les chroniques détaillées. Alors c'est parti, mes chroniques! Ce sera la note de 4,8 sur 5 pour se concentrer de 390 pages, environ 390 pages, de fantastique. C'est du fantastique, j'aime le fantastique, j'en écris, et même si je n'arrive pas à la cheville de la plume de l'autrice, en poil de loup, vous verrez pourquoi, je suis admirative. Je ne vois pas pourquoi j'en serais jalouse, non, je suis juste admirative de son talent. Cet ouvrage est un concentré de magie, de souffrance, d'aventure, de rebondissement, de révélation, d'amour aussi, hein. Oui, il y a quand même une histoire d'amour entre Alisha et Dario. Finalement, les différents points de vue, on va voir un peu d'Alisha, on va voir du côté aussi de Dario, ça ne m'a pas dérangé. Le fait que les chapitres s'enchaînent vite, d'ailleurs ça a été l'un des premiers ouvrages que j'ai lu avec des chapitres qui s'enchaînaient aussi vite et aussi courts, ça ne m'a pas dérangé non plus. Je sais que ça fera écho encore une fois à l'une des vidéos que j'ai déjà sorties,
Concernant la longueur des chapitres, peu importe qu'ils soient longs et courts, il faut que ce soit justifié. Là, chez Oreza, c'est complètement justifié, tout comme je l'avais déjà dit chez la Noxiance pour Guillaume Guégan. C'est pareil, il y a un intérêt, on ne s'arrête pas là pour s'arrêter là. C'est vraiment très bien fait. Sans spoil, je peux vous dire, méfiez-vous des cadeaux qu'on vous donne pour votre rétablissement, hein, surtout quand vous-même vous êtes en train de déguster un carré. Je dis ça, je dis rien. La couverture et les détails graphiques des chapitres sont juste waouh. Je vous en montre un exemple. Hop, voilà. J'adore, c'est beau le toucher du bouquin, toutes les petites illustrations, c'est très bien, merci au graphiste Thibaut Ménet chez Livresque Édition pour ça. L'histoire, vous vous en doutez en lisant la 4e de couverture, ça va parler enfer, sorcière, antéchrist, et l'autrice rajoute un peu de mordant. Pour ceux qui ont suivi, tout à l'heure, j'ai parlé de loup, et là de mordant. C'est mieux, vous faites un petit peu le rapprochement. L'humour et les références glissées au début, ça m'a fait plaisir. Il y a des phrases que j'ai adorées, comme « Ce type n'a qu'un seul problème, il est vraiment stupide ». Ça, c'est pas mal, c'est une punchline que je récupérerai aussi. Un titre parle également de nouilles au moment où je déguste des ramen. Coïncidence, je ne crois pas. Je ne dirai rien sur le reste, mais en lisant certaines phrases, je me suis dit « Oh, il va y avoir un Castiel, oh oui !» Non, je ne révélerai rien, dommage, hein. Il y a aussi un petit peu d'aquaponie. Ouais, j'adore l'aquaponie, dommage qu'ils n'en font pas. Si vous aimez les séries, par exemple comme Sabrina sur Netflix, vous allez aimer ce bouquin. C'est complètement fait pour vous. Parce que l'héroïne n'est pas une sainte nitouche en mode « Oh my goodness, un méchant, que vais-je faire ?» Non. Incroyable, elle a un cerveau et des jambes. Et en plus, c'est une femme reptile, je dirais rien d'autre là-dessus. Femme serpent. Oui, la féministe que je suis apprécie. Les persos sont vraiment bien exploités, il y a une grande profondeur, on ne s'y perd pas, on adore leur complexité. Maintenant, je vais passer au passage préféré. Cette fois-ci, je vais les lire directement du livre. Page 7. Vous voilà enfin, je vous attendais. Détendez-vous, laissez ma voix vous pénétrer en lisant ces mots. C'est elle qui vous frôle en cet instant où nous nous rencontrons pour la première fois. Vous souriez ? Pourtant, je suis très sérieuse, et j'ai le pouvoir de vous parler par-delà les dimensions du ciel, de la terre et de l'enfer. N'importe quoi, ma scène en réponse, la partie cartésienne de votre cerveau. Vous savez que vous n'entendez rien, que mes mots ne sont que virtuels, tout juste des symboles d'encre alignés sur une page blanche que votre esprit décrypte mécaniquement. Oui, c'est cela. Nulle voix inconnue ne résonne à vos oreilles, le monde autour de vous n'admet l'existence d'aucune magie mystérieuse ni de la sorcellerie. Ce n'est pas la lecture de quelques phrases qui changera cette certitude. Cependant, moi, je suis certaine que si. J'ai choisi ce passage puisque j'adore, c'est au tout début, on est au prologue, et on a l'impression en fait qu'on n'en a pas fini avec cette histoire. Et oui, et vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et le deuxième passage préféré est page 87 que j'ai marqué avec cette petite photographie. Oreza Dantes me l'a offert en salon, elle en offre un à chaque ouvrage acheté que vous pouvez choisir. C'est magnifique et en plus ça change un petit peu des marque-pages comme ça qu'on a l'habitude d'avoir. Cette nuit-là, le sommeil fut long à venir. Mes démangeaisons et la sensation permanente de brûlure n'aidaient pas. Plus d'une fois, j'ai regretté que nous ne disposions que d'une douche et non de baignoire. Pour trouver la paix, j'ai fini par tremper des serviettes de toilette afin de m'enrouler dedans. Leur humidité a calmé ma peau. Cependant, mon esprit restait focalisé sur Dario. Je ne pensais plus qu'à lui. La monstruosité tapie au fond de moi n'était même plus un problème. Est-ce que vous voyez pourquoi j'ai choisi ça? Je vous ai dit qu'il y allait avoir du mordant, une histoire d'amour... Et j'ai parlé d'une mère d'antéchrist. Je dis ça comme ça. Et maintenant, les points positifs. La plume, la plume, la plume. La plume de l'autrice, c'est juste un régal. J'ai rien d'autre à dire en fait, c'est très attractif. On a envie de se dépêcher de lire le bouquin, on a envie de lire la suite, on a envie de savoir ce qui se passe dans le tome 3. Il sort quand déjà? Ouais, début 2020, ça va être long à attendre encore. L'héroïne. Ah, je me suis attachée à elle, mais directement, c'est bien. Enfin, une héroïne forte. Hein. Bon, pour l'histoire d'amour, on verra ça dans les points négatifs. Hein. Mais, merci de faire une femme qui n'a pas forcément besoin des autres pour avancer. C'est génial. L'univers. C'est bien construit, c'est bien détaillé. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est que même si on est dans un tome 1, on pourrait se dire, bon, c'est le tome 1, c'est pas forcément très détaillé. Si, ça l'est, et c'est pour ça que c'est plutôt bien fait. L'histoire, la sorcellerie, le diable d'Ivio, pour ceux qui sont dans une certaine ville en France, je pense que vous pourrez reconnaître.
La culture aussi, hein, ça va de pair avec l'histoire, il y a énormément de choses dans cet ouvrage. C'est pas juste un ouvrage voilà, de sorcellerie avec une sorcière qui a 16 ans, c'est pour... Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les descriptions. J'adore quand les personnes ont la capacité de retranscrire en quelques lignes seulement toute une scène. Comme un réalisateur, ou plutôt une réalisatrice hein, pour son cas, c'est parfait. L'action. J'aime bien l'action dans les romans. Même si on peut se poser de temps en temps, il y a certains chapitres qui sont faits pour parler plus des personnages, parler plus de l'histoire ou de l'univers, et on a aussi de l'action. J'adore. Et il y a également des points négatifs. Oui, je ne suis pas encore rassasiée. Bon, c'est pas mal, hein, ça part plutôt bien, il me manquait pas grand chose pour que mon cerveau soit rassasié, mais c'est pas encore ça. Et ensuite, le mec qui retourne sa veste, comme ça, un peu facilement pour moi, hein, ce Dario, bah voilà quoi. Il est bien fait, hein, pourtant, mais voilà, les histoires d'amour, j'ai un petit peu un problème avec ça. Hein. Oui, c'est mignon, mais le chien grillé, j'aime pas ça au barbecue. Voilà. Et j'enchaîne dès à présent avec la chronique du tome 2. Ce sera la note de 4,9 sur 5 pour cette digne suite. Nous avons 385 pages de pur bonheur. Oui, bon, 385, hein, il y a des brindilles, hein, on va pas chipoter. Hein. Je vais vous lire le résumé du tome 2. Attention, ça peut un petit peu spoiler, donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé ou que ça vous révèle certaines choses, vous pouvez arrêter maintenant. M'être opposé au plan de l'enfer et du ciel aurait dû me valoir une mort rapide et tragique, du genre combustion spontanée. Le type même de punition express que mon père, le grand et très déchu Satan, affectionnait tant. Cependant, 3 mois après les événements de la semaine de la lune rouge, il n'en est rien. L'été s'est passé sans grande bataille, à peine un problème anodin. Tout devait donc aller pour le mieux. Mais il y a ce rêve étrange, ce papillon blanc qui revient chaque nuit pour me dire de faire attention. Quelque chose de mauvais se prépare sous l'effet des astres qui s'alignent en une dangereuse conjonction planétaire. Une histoire de fou, pensais-je, jusqu'à ce que tout s'enchaîne. Mon monde bascule alors dans le chaos sans que je puisse rien y faire. De ma mort naîtra la vie, dit une ancienne prophétie. Je sens que certains commencent à voir où on veut en venir. Donc du bonheur, la lecture, on retrouve avec grand plaisir Alisha, qui est l'héroïne du roman, Dario, le petit mordant là, et la ville de Divio. Déjà, l'aspect du livre, comme le premier, j'adore le mat, j'adore les illustrations, la mise en page des chapitres, c'est beau. Je vais vous montrer d'ailleurs l'image. La plume de l'autrice est encore plus attractive que dans le premier. On entre directement en fait dedans dans l'action, mais sans lever le menton, en fait on ne peut pas quitter cet ouvrage. On a l'impression que c'est fini et en fait non. Le préambule donne envie, nous plonge dans une grande perplexité et nous informe que tout peut arriver. Absolument tout. Alisha is back. Notre sublime femme serpent est encore là. Et je dis sublime femme serpent, vous comprendrez pourquoi. Elle est aussi très intelligente, même beaucoup plus que dans le premier tome. Ça, j'ai fortement apprécié aussi. Attention si vous vous baladez dans Divio à un mois de juillet. Je dis ça, je dis rien. Faites attention, vous mettez les pieds aussi. Si vous aimez les clins d'œil, lire des chapitres avec de la musique dans les oreilles, surtout quand c'est conseillé par l'autrice, le livre 2 est fait pour vous. Vous pourrez lire aussi une chatte en amouré. J'ai adoré ce terme, je pense que je vais le garder quelque part. Une chatte en amouré. C'est mignon. Une nouvelle étape dans la vie d'Alisha et de Dario, surtout ce dernier qui m'a bien tapé sur le système. Bon, déjà que j'aimais pas trop l'histoire d'amour, j'ai un cœur de pierre, je sais. Dans le premier, bon, ça pouvait encore le faire, même s'il me traînait un petit peu sur la caboche. Mais alors là, non mais Dario, j'ai vraiment un problème avec lui. J'ai quand même hâte d'avoir la suite de cette saga. Ça me tient en haleine tout le long. J'adore la mythologie nordique. Oui, parce qu'il y a aussi la mythologie nordique à l'intérieur. J'adore cet ouvrage puisqu'il y a des choses entre les lignes. Il faut prendre du recul, il faut avoir relu pour peut-être se dire « Ah oui, il y a des indices peut-être pour la suite ». Je ne comprendrai jamais comment une autrice réussit avec une simplicité déconcertante à nous faire entrer dans son univers sans nous forcer. Si on comprend ce que je veux dire. Hein. J'adore sa manière de passer de l'action aux descriptions, aux sortilèges, qui s'intègrent très bien dans le récit. Ça fait pas du tout aux cheveux sur la soupe comme ça, ou tiré par les cheveux. En fait, l'ensemble est complètement cohérent. Vous allez me dire, c'est un petit peu ce qu'on demande à un roman. Oui, mais je suis très étonnée que même dans le tome 2, je suis encore extrêmement surprise. Parce que bon, le tome 1, on découvre un univers, voilà, c'est posé, on a le début, d'accord. Mais il faut réussir à nous surprendre pour les suites. Parce que c'est un petit peu ce que le lecteur et les lectrices attendent aussi. Et pari gagné.
On est extrêmement étonné, et puis alors moi la première, j'ai lu le préambule et le livre 1, oui parce que cet ouvrage se découpe en préambule, livre 1 et livre 2. J'ai lu le livre 1, j'ai fait c'est quand même pas possible ça. Si, et c'est pas possible ce qui arrive dans le livre 2. Si, bien sûr. Elle n'épargne absolument rien, ni personne. Bref, c'est vraiment génial. Je passe ensuite au passage préféré. Parvenus au zénith de leur puissance, après des siècles de règne sans partage, Dieu et le diable avaient exploré toutes les possibilités de la terre. Leur jouet entrait dans une déchéance assommante dont une femme serpent, du nom d'Alisha Beaumont, constituait le plus parfait des agréments. Elle a fait un peu les troubles fêtes. C'est à la page 11. J'ai adoré cet extrait. Déjà, si vous avez lu le tome 1 en plus il y a quelques mois, ça vous remet un petit peu dans les clous. Et ensuite, parce qu'Alisha, effectivement, c'est un petit peu trouble fête. Elle ne vous laissera pas tranquille. Et ensuite, le deuxième passage préféré, page 35. En lisant ces 2 lettres, j'ai l'impression de voir mon beau-père cinguer le clin d'œil de l'un de ses acteurs fétiches, genre Clint Eastwood ou Bruce Willis. Mais mon cerveau court rapidement le flux d'images énervantes. Ce n'est pas le moment de piquer une fois de plus une crise contre lui. L'objet de notre virée nocturne est devant nous. Bien enchâssée dans son contrefort, la petite chouette nous attend. Sa forme, tout juste identifiable, tant elle a été pétrie par le temps et les millions de mains qui l'ont tripatouillée fébrilement depuis des siècles, n'en fait pas la plus belle statue du monde. Pour tout dire, en regardant sa bouillie de pierres polies, on ne sait même pas s'il s'agit vraiment d'une chouette. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Déjà pour les descriptions, j'en avais déjà parlé dans le tome 1, mais c'est encore un gros waouh pour les descriptions. J'adore ce qu'on dit par rapport à la chouette, par rapport à la statue, parce que c'est exactement ça. Et maintenant, les points positifs. Les sortilèges. Oui, beaucoup plus d'ailleurs que dans le tome 1. Dans le tome 1, bon, c'était encore un petit peu prudent, on va dire, sur la sorcellerie, bon, même s'il y a certains passages quand même vachement bien. Là, oui, on est dedans. On en sait plus sur le papillon blanc. Ça, j'ai apprécié. Il y a un petit spoil quand même à un moment dans un chapitre, mais c'est quand même bien fait. Chouette, c'est chouette. Oui, j'ai lu un extrait sur la chouette, ce n'était pas par hasard. Vous allez adorer la mythologie nordique. Déjà, si vous aimez la mythologie nordique, mais là je peux vous dire que même si vous ne l'aimez pas, vous allez apprécier. Votre couple favori, Alisha Dario, aura des épreuves à accomplir pendant un certain temps. On se demande comment ils vont faire pour se retrouver. Elle, H-E-L. Vous verrez pourquoi. Sauf ceux qui connaissent un peu la mythologie nordique, qui sont déjà en train de se dire « je sais ce que c'est ». Le coupin fantôme, j'en dis pas plus. La plume qui se lit, mais très vite. C'est génial, mais vraiment, mais comme dans le tome 1, en fait, c'est attractif, c'est poignant, c'est incisif aussi parfois, c'est super. Vous allez aussi écouter de la musique. Oui, ça j'aime bien quand on nous met un petit peu une playlist comme ça. Moi je joue complètement le jeu, je mets la playlist, je la prépare sur YouTube avant et hop, je la lance. Mais il y a aussi également des points négatifs. C'est trop court, c'est toujours un peu trop court à mon goût. Les épreuves aussi à la fin. Je m'en suis un petit peu douté, quoi. Il y a certaines choses qui étaient un petit peu prévisibles. C'est dommage parce qu'on était pas loin en fait du coup de cœur. Comme d'habitude, je ne suis pas très amour, bon ça va mieux que dans le premier, bon, à l'exception d'un passage que j'ai passé, à un moment, voilà, il y a un truc, je l'ai lu qu'une fois pour le lire et après, voilà, mes histoires d'amour. En bref, ça promet de belles choses pour le tome 3, je l'attends avec impatience. Voilà, c'était les chroniques des astres d'Oreza Dantes chez Livresque Éditions. J'en profite pour vous dire qu'elle a également écrit Bleu Acier et De chair et de sang. Elle en parle d'ailleurs dans le vlog fait à Pucignon que je vous mets dans les fiches. On se retrouve la semaine prochaine pour la présentation d'un autre ouvrage. Qui en sera l'auteur? Suspense, vous pourriez être étonné. En attendant, soignez votre plume, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire.